Ce sera une communication assez technique, basée sur des stratégies de chantier. Pour aller plus vite, pour faire des vitraux figurés et des vitraux ornementaux, en prenant pour base deux grands chantiers, Chartres et Bourges. Les cathédrales de Chartres et de Bourges ont pour point commun de conserver une grande partie de leur vitraux d'origine. C'est particulièrement vrai pour Chartres, parce que la cathédrale de Chartres a subi très peu de pertes et des remaniements restés limités à l'époque moderne. L'avantage, c'est que nous pouvons, avec cela, raisonner sur la masse et que nous pouvons faire des observations assez générales sur la conduite d'un grand chantier de vitraux de l'époque gothique. Ces deux chantiers présentent aussi la particularité d'être en bonne partie contemporains. On considère en effet que la construction du chœur de la cathédrale de Bourges a commencé dans le dernier quart du XIIe siècle, un peu plus tôt que l'année 1195, qui correspond à une date d'un incendie dont les conséquences, nous le savons maintenant, ont été très limitées. Mais c'est une date qui a longtemps servi de repère pour fixer le début des travaux. En réalité, on avait commencé avant. D'ailleurs, un bon indice, c'est que la fabrique de la cathédrale est mentionnée dès 1184. Les accès à l'église basse étaient butés vers 1205-1206, comme le montrent les analyses dendrochronologiques, et un règlement du chœur de 1214 nous permet de conclure que les parties basses étaient alors achevées et vitrées. L'édification des parties hautes s'est faite sans tarder. En 1225, un nom concile s'est tenu dans le chœur, qui était donc achevé pour recevoir de nombreuses assistances. Et ce chœur était sans doute terminé dès 1223, qui est la date à laquelle on a fixé les dispositions concernant la châsse de Saint-Guillaume, qui était placée dans le fond de l'abside. Saint-Guillaume étant le dernier saint en date de l'État de Bourges. Pas du diocèse, exactement. Les vitraux des deux niveaux supérieurs de l'élévation du chœur ont été réalisés entre 1218 et 1225, puisque Saint-Guillaume, canonisé en 1218, est représenté dans les parties hautes du chœur en qualité de saint. Mené très rapidement, ce chantier a cependant connu des difficultés financières assez rapides, dont le chapitre s'est ouvert au pape. La nef a été commencée peu après 1225, mais c'est là justement où les problèmes financiers ont été les plus importants. Elle n'a été achevée que vers 1256, comme le montre l'analyse dendrochronologique de la Charpente. La reconstruction de la cathédrale de Chartres a elle aussi été planifiée très tôt, sans doute dans la seconde moitié du XIIe siècle, mais elle a été vraiment déterminée par un incendie en 1194. La reconstruction à Chartres, contrairement à Bourges, commença par la nef. Vous savez qu'on a conservé le grand massif de façade roman, qui est la partie basse. La nef a été achevée vers 1215, date à laquelle on a réalisé le niveau de la rose de la façade occidentale. Le transept a été lancé dans les années 1200 pour ses parties basses. Nous savons, grâce à la dendrochronologie, que les voûtes du déambulatoire commençaient à être posées vers 1210-1215, et les chanoines ont pris possession de leur stalle en 1221. Les vitraux de la nef, pour les parties basses et hautes, peuvent être datés des années 1200-1210, tandis que les barrières du chœur sont juste postérieures, les années 1210-1220. L'achèvement est survenu au plus tard, vers 1230-1235, mais vraiment au plus tard, avec les parties hautes du transept et leurs vitraux, et la réalisation des grands porches sur les façades du transept. Il reste la question du voûtement du chœur, qui est daté des années 1257-1260 grâce aux peintures des armoiries qui figurent sur les voûtes, datation qui est parfois débattue par certains spécialistes. Dans ces deux édifices s'expriment, entre autres, les tendances majeures des arts figurés, et en particulier de la peinture gothique de la première moitié du XIIIe siècle. D'abord, ce qu'on appelle le style classique, et ensuite ce qu'on appelle le style dur. Le style classique dérive du style 1200, qui est né dans les années 1170-1180, et qui, alors là, je schématise un très très grand trait, est caractérisé par des personnages de silhouettes bien proportionnées, aux traits harmonieux et aux drapés très fluides, qui épousent les formes du corps en évoquant la sculpture antique. Ce style semble apparaître dans le milieu champenois et marque une bonne partie du nord de la Loire, jusque dans le premier quart ou le premier tiers du XIIIe siècle. On le retrouve ponctuellement aussi dans l'ouest de la France et jusque dans le Berry. On peut rattacher à ce style le vitrail de Saint-Eustache à Chartres dans la nef, qui a sans doute été fait par un artiste venu de Picardie,
mais aussi les réalisations d'autres ateliers, par exemple celle du maître de Saint-Jacques dans le chœur. Ici, à gauche, vous avez un détail du travail de Charlemagne, qui est vraiment un exemple extrêmement parlant de ce qu'est le style classique. À Bourges, il est probable que l'atelier de la Nouvelle Alliance, ou aussi, dit aussi Jean Dernier, venait lui aussi du nord de la Loire, sans qu'on puisse pointer vraiment sa région d'origine, par le fait qu'il est du nord de la Loire. L'un des autres ateliers de Bourges, atelier de l'invention des reliques de Saint-Étienne, aux réalisations beaucoup moins dynamiques, relève encore de ce style très classique. L'autre courant, appelé style dur par Prodecki, qui en a défini les contours autour de la production du maître de Saint-Chéron à Chartres, témoigne d'une nouvelle façon de traduire la monumentalité, avec des silhouettes beaucoup plus massives, vêtues de drapés raides avec des plis presque cassés. Les visages de ces figures sont larges, avec des yeux en bicorne, avec deux grands cernes sous les yeux, un nez large, des lèvres charnues. L'atelier du maître de Saint-Chéron à Chartres comportait 3 peintres différents qui s'exprimaient au moyen d'un vocabulaire pictural semblable. Ce style apparaît à Chartres dans les années 1215-1220, mais il n'est peut-être pas mis à la cathédrale de Chartres. On retrouve quelque chose de similaire dans les BO de la cathédrale de Bourges avant 1225, où l'un des artistes appartient clairement à ce courant. Alors, nous ne savons pas d'où il venait avant d'arriver à Bourges, mais on ne le retrouve pas à Chartres. En revanche, on retrouve sa trace dans les années 1230 au Mans et à Angers. Et sa façon de peindre est tellement particulière qu'il n'y a aucun doute que c'est bien lui qui a ensuite travaillé ponctuellement à la cathédrale du Mans puis à la cathédrale d'Angers. Quant au maître de Saint-Chéron, nous savons qu'il est parti une fois les vitraux de Chartres terminés à Troyes pour faire des vitraux des parties hautes du chœur, comme l'a montré Sylvie Balcondé. Les vitraux de Chartres et Bourges constituèrent des sources d'inspiration pour d'autres chantiers. Mais là, nous sommes un petit peu limités, d'une part par les textes, et aussi par les pertes que les édifices ont subies. Alors, cette influence ne se voit pas tant au niveau de l'iconographie, puisque celle-ci est évidemment subordonnée au choix des commanditaires, à l'histoire et aux dispositions particulières de chaque édifice. Il n'y a jamais un édifice avec la même histoire, ni avec les mêmes dévotions. Mais cette influence peut se voir au niveau artistique, dans le choix de certaines formules, dans la reprise de modèles. Ces modèles ont parfois été véhiculés par les artistes eux-mêmes, sans doute au moyen de croquis emmenés de chantier en chantier. Cela est évident pour le vitrail de la Nouvelle Alliance au Mans, que nous avons vu l'année dernière. Nous avons vu qu'il était en partie composé à partir du modèle d'une barrière de la cathédrale de Bourges. Or, l'artiste qui a fait le vitrail du Mans venait lui-même de Bourges et avait travaillé à la cathédrale, et on comprend aisément comment la transmission s'est faite dans ce cas-là. Il est aussi évident que la rose des Cordeliers de Châteauroux, dont la datation n'est pas très assurée, peut-être vers 1225, s'inspire d'un vitrail de la cathédrale de Bourges, celui du Jugement dernier dans les parties basses. Je montre des détails des vitraux, notamment du Jugement dernier, où vous trouvez, je fais attention avec la souris du coup, est-ce qu'elle se voit? Vous avez dans la résurrection des morts ce personnage de 3 quarts d'eau, dont on retrouve quelque chose de similaire ici. C'est une attitude qui est quand même très rare à ce moment-là, qui est caractéristique du maître du Jugement dernier. On retrouve les anges aux trompettes entrecroisées, l'attitude de la Vierge en train de prier et surtout le Christ, avec ce geste très particulier des bras presque en équerre, les flots de sang qui jaillissent de ses plaies. Donc c'est évident qu'on ne peut comprendre ce vitrail qu'en connaissant le vitrail de Bourges qui est juste à côté en réalité. La Vierge de Bois commun dans le Loiret, bien qu'elle a longtemps été placée dans le brevet de Chartraine en raison du classicisme de ses drapés, semble en réalité plutôt d'influence berrichonne si on regarde le dessin de sa couronne, l'iconographie, le choix des couronnes, des couleurs, son attitude, et le dessin des drapés. Alors, oubliez la tête de la Vierge du Bois commun qui, évidemment, a été refaite. Le rayonnement des vitraux de Chartres et Bourges semble toutefois avoir été diffusé bien plus loin que les régions limitrophes. On le sent, il me semble, jusqu'au monastère de la Suelgas à Burgos, où ce qui reste d'un cortège apostolique et d'une Vierge à l'enfant, conçu initialement pour l'abside de l'église, ne peut se comprendre sans référence à Chartres et à Bourges.
En effet, les bordures des apôtres trouvent leur source dans la bordure du vitrail de la belle verrière de Chartres. Les dettes de Pierre et Paul se réfèrent aussi aux dettes des mêmes apôtres dans le bras sud du transept de Chartres, à cette différence près qu'on a introduit à Chartres un gable pointu, ici, au-dessus de l'arcature trilobée. Mais on retrouve cette composition avec ces 5 tourelles très très grêles échelonnées. La formule des grands personnages, aux tuniques avec un large col orné par montures précieuses, une inscription qui les nomme placée derrière leur cou, est elle aussi d'inspiration chartraine. Les attitudes des apôtres de Las Vegas renvoient cependant aux deux sites, Chartres et Bourges, en préférant des attitudes un peu de 3/4, alors qu'à Chartres, on a plutôt des apôtres qui sont généralement des saints placés de manière totalement frontale. Stylistiquement, évidemment, l'exécution est très différente, vous voyez. Las Vegas, on a un côté assez archaïque, avec des drapés en baie emboîtés, une élongation exagérée des figures qui tranche avec ce que l'on a à Chartres et à Bourges. Il est possible que l'artiste qui a fait ces vitraux en Espagne avait été sur les sites de Chartres et Bourges et en avait rapporté des dessins qu'il a réinterprétés. Sur ces grands chantiers, le travail, nous le savons, était collaboratif. Nous n'avons pas de texte, mais de toute évidence, il a fallu réunir un grand nombre d'artistes pour vitrer au plus vite les ouvertures et permettre d'ouvrir l'édifice au culte. De fait, la collaboration des ateliers et des artistes est évidente quand on examine les œuvres. Il se fait selon différentes modalités. Dans la nef de Chartres, plusieurs ateliers ont travaillé ensemble sur les mêmes œuvres, parfois sur les mêmes panneaux, comme l'a montré Denis Gautier. En revanche, dans le cœur de Chartres, dans les parties basses, les dernières semblent se répartir plutôt par atelier. À Bourges, dans les parties basses du chœur, il n'y a pas cette collaboration aussi étroite qu'on avait dans la nef de Chartres. La répartition entre les 3 ateliers qu'on identifie à Bourges se fait verrière par verrière. En revanche, dans les parties hautes, eh bien là, les choses sont beaucoup plus imbriquées, mais c'est dû aussi, on le verra, au modus operandi et à l'utilisation de plaques. Pour exécuter rapidement ces vitraux, il fallait disposer des matériaux nécessaires, du verre, du plomb, du fer pour les armatures. L'examen des vitraux à Chartres et Bourges suggère que les verres, et certainement les plombs, ont dû être réunis par la fabrique, car les artistes, souvent, puisent dans les mêmes lots de verre. Alors ça, c'est un sentiment d'historienne de l'art. Je n'ai pas d'analyse physico-chimique pour appuyer ce que je vous dis, mais parfois, on a des nuances qui sont particulièrement différentes des autres et qu'on retrouve dans les différents ateliers. Par exemple, à Bourges, le maître du Bon Samaritain utilise ce qu'on appelle dans notre jargon un pourpre, mais là, ce qu'il prend, c'est vraiment presque un rose bonbon. Une fois qu'on l'a vu, on ne l'oublie pas, c'est une couleur très particulière qu'il apprécie énormément parce qu'il l'utilise beaucoup. Mais c'est pas propre au maître du Bon Samaritain. Ce qui est propre à sa manière, c'est de l'utiliser énormément. Les autres ateliers utilisent le même type de verre. On a vraiment l'impression qu'ils ont puisé dans un stock de verre mis à leur disposition. Évidemment, après, chacun est libre d'exprimer sa sensibilité dans l'association de telle ou telle couleur. Par exemple, le maître de Saint-Eustache à Chartres privilégie les tonalités froides, et à Bourges, il y a un peintre qui, lui, adore le bleu paille et le jaune citron, qui n'arrête pas de juxtaposer avec de temps en temps un peu de blanc pour éclaircir les choses. Dans l'ensemble, on se rend compte qu'on ne gâche pas de matière et qu'on essaye d'utiliser toute la feuille de verre, alors ce sont des cives, y compris la boudine centrale de la cire, c'est-à-dire la partie la plus épaisse, la plus inégale et donc la moins facile à mettre en plomb. Il n'est pas rare, dans ces vitraux du XIIIe siècle, de trouver ces boudines dans les bordures, dans le fond. Le maître de Saint-Chiron, lui, il n'est pas très sélectif. En fait, il va utiliser les boudines dans les drapés, parfois même dans les visages des personnages, au risque de leur faire des petites bosses un peu disgracieuses. Ça, c'est vraiment le cas général, l'emploi de toute la feuille de verre. Certains artistes sont très sélectifs. Par exemple, l'atelier qui a fait le vitrail de Saint-Eustache dans les parties hautes du transept de Chartres, lui, n'utilise jamais les boudines. C'est suffisamment rare pour frapper quand on voit ça en atelier. Évidemment, une réalisation rapide dépendait d'une bonne organisation au niveau global de ces très beaux chantiers, mais aussi au sein même de l'atelier.
Et cette organisation pouvait se faire avec des processus de fabrication pour aller plus vite. L'un de ces processus les plus éprouvés était le remploi de carton. Alors, le remploi de carton, c'est sans doute aussi vieux ou presque que l'invention du vitrail monumental. Vous savez que pour faire un vitrail, on commence par faire un modèle à petite échelle, qu'on appelle la maquette, qui donne l'allure générale de l'œuvre. Et lorsque le modèle est jugé satisfaisant, on fait le carton, c'est-à-dire qu'on transpose la maquette à l'échelle 1 avec tous les détails nécessaires à l'exécution. La division en panneaux, la mise en plomb, les couleurs choisies, la peinture. Au Moyen-Âge, ce carton, entre guillemets, était certainement sur étoffe. Pas de carton, pas de papier, et évidemment pas de parchemin pour des surfaces aussi grandes, parce qu'il y aura des panneaux de 1 mètre par 1 mètre, par exemple. Donc plutôt de l'étoffe. Et ensuite, ce carton était reporté sur la table du peintre verrier, enduite de chaux ou de craie. Cette table était ensuite mobilisée pour toutes les étapes nécessaires de l'exécution. Deux sont parvenus jusqu'à nous, et la plus célèbre est celle de Gérone, que je vous remontre. Vous voyez à quoi cela pouvait ressembler. Donc, elle avait été débitée pour faire des bancs. On voit ici qu'on avait dessiné de quoi faire un dais, et les panneaux sont conservés dans la cathédrale de Gérone. Donc, on a vraiment l'exemple rarissime du produit fini et de ce qui a servi à son exécution. On voit qu'on avait reporté dessus la mise en plomb, des signes qui indiquent quelle couleur de verre on devait employer. Et comme c'est quelque chose d'assez répétitif ici pour le dais, on a des feuillages sur le gable, et en fait, on n'a représenté qu'un seul des feuillages à titre d'exemple, sous-entendu, faites pas tout pareil pour ces dais. Pour certains éléments reproduits à l'identique, comme les panneaux de bordure, pour des éléments symétriques ou encore très similaires dans leur construction, par exemple des dais, le remploi d'un carton était tout à fait naturel. Il fallait juste faire très attention pour des éléments symétriques où il fallait penser à retourner le carton au préalable. Mais cela n'était pas limité aux parties ornementales. L'un des premiers exemples conservés de ce remploi de carton concerne un élément figuré. C'est l'un des anges qui encadre le Christ de l'Ascension dans le vitrail d'Axe de la cathédrale de Poitiers, fait vers 1165 et qu'avait publié René Crozet. Vous avez le Christ dans une mandorle, deux anges de chaque côté qui soutiennent la mandorle, et en fait, ils sont faits sur le même carton qui a été retourné pour créer l'ange en symétrie. En fait, les cartons ont toujours été employés pour tout ce qui était répétitif ou similaire dans les décors ou pour les personnages. Si vous pensez à un arbre de GC tel qu'on conçoit au XIIe ou XIIIe siècle, on voit très bien comment est-ce qu'on peut le faire avec quelques cartons seulement. GC endormi en bas. Ensuite, vous avez des feuillages. Les feuillages se répètent. Il suffit d'un carton pour faire tous les feuillages. On répète. Une série de rois superposés les uns aux autres. Un carton peut suffire. On change les attributs. On change la disposition d'un bras ou un geste. Pareil pour les prophètes. Un ou deux cartons que l'on retourne pour créer la symétrie. Et avec tout cela, vous avez un arbre de GC. C'est pareil pour un cortège apostolique. Vous avez 12 personnes, normalement. Pas besoin d'avoir 12 cartons différents. 3 ou 4 suffisent. Il suffit de les retourner, de varier les attributs ou de varier les positions des bras des personnages. L'étude des cartons a été menée notamment par Aline Calimès, qui travaillait sur la cathédrale de Canterbury pour sa thèse et qui comparait ses vitraux avec des vitraux de Brême, de Saint-Remy de Reims et de Sens. Et il s'est rendu compte que l'un des ateliers qui travaillait à Canterbury venait de France, de Champagne. Il était arrivé avec ses modèles graphiques sous le bras. Il avait juste réadapté ces modèles pour que les personnages s'adaptent à des lancettes qui n'avaient pas la taille d'un individu à l'autre. Donc, il avait réduit les proportions, ou au contraire agrandi, changé des gestes, des attributs. À Bourges et à Chartres, bien sûr, on a recouru à cette technique. Mais en dehors des bordures ou des architectures, cela s'est fait uniquement dans les parties hautes avec les grands personnages. Dans les vitraux narratifs, on peut avoir parfois des modèles qui sont très proches dans des scènes, mais ce n'est pas dû à des remplois de carton, c'est plutôt la reprise de modèles iconographiques bien connus que l'on décline dans ces deux édifices. À la cathédrale de Bourges, les parties hautes du chœur superposent deux rangs de personnages. D'abord les saints archevêques, avec en plus Saint-Laurent, Saint-Étienne qui entoure la Vierge à l'Enfant et le Christ de la Parousie, puis au-dessus des prophètes et un cortège apostolique élargi aux disciples de Paul, autour d'une Vierge à l'Enfant et de Saint-Étienne, qui est le saint patron de la cathédrale de Bourges.
Le renvoi des cartons ici, c'est un véritable cas d'école qui témoigne d'une très belle rationalisation du travail et de la collaboration de deux ateliers chargés de la réalisation de figures. En effet, chaque représentation montre un homme debout sous un dais, encadré de bordures, avec une inscription sous ses pieds ou alors un élément ornemental pour certains archevêques. Ces figures se décomposent toutes en 4 parties: les dais, les bordures, les têtes, les corps. Il suffisait en fait de combiner un carton de chacun de ces éléments pour créer une figure, en variant les attributs des apôtres et de quelques prophètes, et en tournant de temps en temps une tête dans un sens ou dans un autre, et en faisant attention de jouer sur les couleurs des drapés et des ornements. Les deux ateliers qui ont travaillé sur ces vitraux appartenaient aux deux grands courants de la peinture gothique dont je vous ai parlé, et leur conception des figures était radicalement différente, comme vous le voyez sur le détail de cette diapositive, pour la conception des visages, oui, et encore plus pour les drapés. À gauche, vous avez un digne représentant du style dur, et à droite, un digne représentant du style classique. Donc, non seulement la peinture est très différente, la manière de l'appliquer, mais en plus la conception même du drapé n'a rien à voir. Mais comme ils ont travaillé ensemble, et comme ils ont puisé dans les mêmes stocks de cartons qu'ils avaient dessinés les uns et les autres, mais parfois ils ont dû s'adapter à des cartons qui n'avaient pas eux-mêmes donné. Donc c'est parfois un peu acrobatique car ils ont du mal à adapter leur peinture à une organisation qui ne cadre pas avec cette peinture-là. Le remploi de carton n'était pas possible entre les baies intermédiaires et les baies hautes, étant donné la différence d'échelle des ouvertures et donc des figures. Néanmoins, on a quand même employé des modèles. Par exemple, les visages de Saint-Étienne, dans la baie d'Axe du Haut-Cœur, et de Saint-Jean l'Évangéliste au même niveau, sont très proches. Je pense qu'on c'est encore plus parlant sur le dessin, mais ce n'est pas superposable, puisque la tête du diacre est plus petite que celle de l'apôtre. De même, la tête de Saint-Laurent à l'étage inférieur, dans l'autre sens, reprend exactement le même modèle à une échelle encore plus petite. Et on a encore 2 prophètes qui répondent au même modèle. Donc on voit bien qu'on a repris des modèles sur les 2 niveaux, ce qui conforte l'hypothèse d'une réalisation concomitante des baies intermédiaires et autres. On note à Bourges que les peintres verriers ont voulu être efficaces et éviter les sources d'erreur, et ils ont tenté d'éviter d'avoir le processus du carton retourné, c'est-à-dire la reproduction du même carton mais à l'envers. Le problème, c'est que si on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec un panneau qu'on va devoir placer avec la peinture en face externe, ce qu'il ne faut surtout pas. Donc là, je pense que les peintres de Bourges se sont dit, bon, on va être prudent. Ils ont préféré varier les colorations et éviter de retourner les cartons dans un sens et dans un autre. Par exemple, pour les représentations d'Abias et de Cléophas que vous avez à gauche, seuls les corps sont identiques, mais les couleurs des vêtements diffèrent. La situation est comparable pour 2 autres prophètes, Agée et Jonas. Et en ce qui concerne Ézéchiel et Joël, que vous avez à droite, on remarque que les 2 personnages sont entièrement faits d'après le même carton, y compris le dé d'architecture qui les abrite. Les bordures et les couleurs des drapés diffèrent, même s'ils ont bien un petit air de parenté, puisqu'ils ont tous deux un petit bonnet vert et des cheveux et une barbe blanche. Parfois, le carton a été reproduit plusieurs fois à l'identique, y compris le dais et les bordures. C'est le cas de 3 prophètes, dont 2 situés tout de même dans la même fenêtre, Michée, Sophonie et Naoum. Là, les personnages sont faits sur le même carton, il y a seulement la tête de Naoum qui a été retournée. Les bordures et les dais obéissent au même modèle, et vous voyez que les ornements, alors présentent, croyez-moi cette parole, d'infimes variations colorées, mais c'est quand même très très proche. Dans le cas de Thaddée, Jacques le Mineur, en face, dans une même fenêtre, on a là encore des corps et des bordures et des dés d'architecture qui ont été reproduits à l'identique. Néanmoins, les visages qui relèvent d'un même modèle sont différents, et la différence est accentuée par le fait qu'ils n'ont pas été peints par les mêmes peintres du tout. On voit peu d'erreurs dans la réalisation de cet ensemble, mais des indices laissent penser que ces cartons n'ont peut-être pas été conçus dès le départ pour Bourges, ça serait une sorte de 2e édition. En effet, on voit des traces de couture dans les têtes de l'ancêtre des figures de Pierre, Paul, David, Jean-Baptiste et Zacharie. Alors c'est peut-être une erreur de gabarit,
ou bien ça trahit le remploi de cartons qui étaient prévus pour des baies plus courtes. Le visage de Jacques le Majeur que vous avez en bas présente au revers les restes d'un tracé préparatoire qui montre que le modèle initial en fait a été retourné. Mais ce visage n'a aucune contrepartie dans le cœur. C'est assez curieux. La mise en plan est aussi extrêmement bizarre. Généralement, dans les parties hautes de Bourges, la mise en plan des visages est assez stéréotypée, peu importe les ateliers, sont en deux parties, avec le plomb qui épouse la forme des arcades sourcilières en forme un U au niveau du nez. Là, c'est pas du tout le cas, c'est très maladroit, avec une espèce de grand plomb transversal dans le front et un plomb qui part dans l'arcade sourcilière et ensuite épouse la forme du nez. On note aussi des rattrapages à l'étage intermédiaire, l'ajout d'une fine bordure en plus de la première bordure prévue, qui reste seulement se trouver dans les dimensions. On a raboté des panneaux dans les têtes de lancette, ce qui montre des problèmes d'adaptation de ces panneaux aux lancettes de Bourges. On a aussi des variations dans les panneaux qui sont assez curieuses. On a en fait dans les parties hautes du cœur, dans les travées droites, deux types de panneautage, deux types de division du panneau qui sont liés aux structures de l'architecture. Les grandes baies des travées droites du haut cœur de Bourges ont trois lancettes. La lancette centrale est plus grande, qu'elle est plus large que les lancettes latérales. Et du coup, dans les lancettes latérales, les panneaux centraux sont rectangulaires. Dans la lancette centrale, ils sont carrés. Et ce changement de panneautage s'explique par l'architecture. En revanche, dans les parties intermédiaires, il n'y a pas du tout de modification de la taille des lancettes. Il n'y a que deux lancettes et elles sont à peu près identiques. Et on retrouve ces variations de panneautage, cette fois-ci sans raison. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple ici, pour les deux figures d'Agé et Jonas, on voit qu'elles relèvent du même carton. Ça veut dire qu'on pouvait ignorer la division en panneaux qui figurait sur les cartons. De même, on pouvait parfois ignorer ce qu'on préconisait comme coupe et mise en plan pour l'hiver. Le repérage systématique de l'emploi des cartons et des modèles, ainsi que leur localisation au sein de l'édifice, permet de dresser un bilan de la conduite du chantier de vitrerie des parties hautes de la cathédrale. L'utilisation de modèles proches entre le déambulatoire intérieur et le haut cœur montre que les œuvres ont sans doute été réalisées à très peu de temps d'intervalle et que les deux niveaux ont dû être vitrés dans les mêmes années. Au sein du haut cœur, on remarque la présence à plusieurs travées de distance de têtes faites sur le même modèle, de personnages entiers ou fragmentaires faits sur un même carton. Le même constat vaut pour les bordures, les dais et même les roses géométriques qui surmontent les lancettes. On peut donc en déduire que le chantier de vitrerie des parties hautes du cœur de Bourges a été très rapide et qu'on a parfois travaillé sur plusieurs fenêtres en même temps, certaines éloignées les unes des autres. Dans l'ensemble, l'examen des figures et l'emploi des cartons révèle un chantier très bien organisé et qui ne semble pas avoir subi de précipitations particulières, tout le contraire du chantier de la cathédrale de Chartres. À Chartres, le remploi des cartons est visible dans le transept et je vais m'attarder sur cette partie de l'édifice. La majeure partie des œuvres des parties hautes du transept a été exécutée par l'atelier du maître de Saint-Chéry. Le côté nord de la cathédrale de Chartres est en grande partie axé autour de la figure de la Vierge. Elle apparaît dans la rose, entourée des rois et des grands prêtres, qui sont ses ancêtres, et dans la galerie sous la rose, elle se trouve dans les bras de Sainte Anne, tenant un lys. De part et d'autre, on trouve David et Salomon, Aaron et Melchisédek, qui sont les précurseurs du clergé. Aaron tient un rameau fleuri et Melchisédek un calice, sur lequel se trouve un pain roux qui évoque une hostie. Sur le mur occidental et dans une lancette de la baie 115, les vitraux illustrent la glorification de la Vierge et l'enfance du Christ. Cet accent sur la Vierge sur le côté nord doit être mis en relation avec la présence dans la crypte de la statue de Notre-Dame de Souters, accessible par un escalier qui se situe à la jonction du bras nord du transept et du bas-côté nord du chœur, comme l'a montré Claudine Metier. La rose sud répond à la rose nord en présentant le Christ en majesté entouré d'anges, les symboles des évangélistes et de 24 milliards. Les lancettes présentent une image qui est très célèbre,
celle des évangélistes juchés sur les épaules des prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel entourant la Vierge et l'enfant, qui tient dans sa main droite un rameau fleuri. On retrouve évidemment le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et l'iconographie en exergue l'incarnation, en évoquant la Stier-Spécé, qui est une iconographie et une thématique profondément chartraine, en présentant les principaux prophètes ayant annoncé la venue du Christ. Les verrières du mur oriental et occidental du bras sud, comme deux vitraux du mur oriental nord, sont exclusivement habitées par des grandes figures. Côté nord, nous avons 8 apôtres, parmi eux Thomas, Barnabé, Jude, Philippe et André. Aucun ne porte d'attribut et plusieurs inscriptions sont répétées, on reviendra dessus. Le collège apostolique est complété avec les évangélistes sous la rive sud. Côté sud, nous trouvons Pierre et Paul avec leurs attributs, 2 saints non identifiés, Saint Gervais et Saint Protais, Saint Côme et Saint Damien, Saint Christophe, Saint Nicaise, et enfin la verrière célèbre montrant Saint Denis confiant l'oriflamme à Jean Clément du Metz. Enfin, nous avons 4 prophètes qui complètent l'ensemble, Osée, Malachie, Michée et Zacharie, qui accompagnent les 4 grands prophètes sous la rive sud. Les sous-bâtiments des lancettes abritent 8 représentations de chanoines donateurs, agenouillés devant un autel sur lequel figure une croix ou un calice d'or de très grande dimension. L'accent sur l'Eucharistie sur lequel s'est penché le Notier marque aussi la rive sud, où nous avons le Christ dans le cul central qui tient lui-même un calice et se trouve appuyé par la figure de Melchisédek sous la rose neuve. L'unité iconographique est toutefois mise à mal par des ajustements peu soignés et une multitude d'erreurs. En effet, la conception choisie pour les grandes figures, appliquée dans la plupart des baies qui abritent ce type de décor, fait place, dans les 3 dernières ouvertures, à des ajustements à minima dont on hésite à attribuer l'entière paternité au peintre verrier ou un changement d'avis de dernière minute des commanditaires. Alors, l'iconographie est bien plus complexe dans les parties hautes de Chartres qu'à Bourges, mais les ajustements nous surprennent, tant ils tranchent avec l'agencement qui est pourtant mûrement réfléchi dans le reste du décor des vitraux de la cathédrale de Chartres. Comme à Bourges, les peintres verriers ont recouru à la reprise de carton pour aller vite et réaliser les éléments les plus répétitifs. Dans les parties basses de la cathédrale de Chartres, où il a exclusivement travaillé à des verrières narratives, le maître de Saint-Chéron a limité le emploi de carton ou de modèles à des architectures ou des bordures. On reconnaît sa prédilection pour les dais à arcature trilobée sous un arc de décharge en plein cintre, posés sur des courtes colonnes avec des gros chapiteaux. On reconnaît son goût pour les motifs de fleurs stylisées à 4 pétales sur 2 rincerons croisés, ou encore les grosses fleurs que l'on a dans les ornements ou dans les bordures. Ces types se retrouvent dans les vélos du transept. Mais dans ces grandes ouvertures, le maître de Saint-Chéron n'a pas limité ceci aux citations des modèles. Il a employé à grande échelle quelques cartons seulement pour faire les figures des grands personnages et une bonne partie de la rose sud. La rose sud est entièrement conçue autour de quelques cartons et modèles. 2 cartons ont suffi pour réaliser les 6 anges au plus près du Christ. 11 cartons ont permis de faire les 24 vieillards, qui fonctionnent la plupart 2 par 2. Il y a eu juste un carton qui a été employé 4 fois. Ces cartons ont généralement été employés à l'échelle 1, mais ils ont parfois été agrandis pour les adapter à des panneaux plus grands. Dans la galerie sous la rose, les figures de Jérémie et Luc à gauche, de Daniel et Marc à droite, ont été exécutées sur un même carton retourné, avec quelques modifications dans la chevelure et la barbe des prophètes. Les bordures sont identiques. Les dés de Luc et Marc, comme ceux de Matthieu et Jean, là encore, sont identiques. On aurait pu s'attendre à ce que les choses soient similaires sur la rose nord, mais pourtant non, pas du tout. Il n'y a là que les anges et les colombes au centre qui ont été créés sur 5 cartons, tous employés 2 fois et 1 4 fois, et les lys qui reposent sur 2 cartons. Les rois et les grands prêtres, au départ, paraissent très similaires, mais en réalité sont tous différents. Dans la galerie, les reprises se limitent aux bordures et aux dais. Les bordures et les dais de Melchisédek et Aaron sont identiques, comme ceux de David et Salomon. La bordure de Sainte Anne a été reprise dans une autre grande baie du côté sud du transept. La différence de traitement entre les 2 roses
et peut être lié au fait que tous les personnages bibliques sont individualisés par des inscriptions sur le côté nord et pas le côté sud. Les choses deviennent systématiques pour les grands personnages des Béats du ancêtre. Toutes les figures sont construites sur 5 panneaux superposés, encadrés de fines colonnettes coiffées de baies. Les inscriptions sont entre les pieds des personnages ou dans l'architecture. Les baies commencent soit dans le même panneau que la tête du personnage, soit dans le panneau immédiatement supérieur. Les colonnettes latérales sont tronquées, mais lorsque les personnages sont placés côte à côte, la colonne médiane se reconstitue. Les colonnes latérales restent tranchées par la bordure. Donc ce schéma suppose de juxtaposer toujours 2 personnages par lancette et d'avoir donc 4 personnages dans les baies à devancer. Les donateurs sont placés sous les pieds des personnages sur 2 panneaux indépendants. Alors les schémas des donateurs sont toujours très proches, mais ils ne sont pas superposables. Donc c'est bien un même modèle qui a été décliné en différents cartons. Ça, c'est valable pour les donateurs ecclésiastiques. C'est différent pour les donateurs laïcs, qui sont plus les prophètes, dans les baies 120 et 124. Là, les panneaux ont bien été réalisés d'après un même carton retourné, mais vous voyez que dans le bas, les proportions chagrinent un peu. Elles sont très tassées pour le bas des figures, et les figures sont toutes petites. Il a fallu remplir l'espace pour arriver à rattraper les prophètes qui sont au-dessus. Vous voyez qu'on a en fait un panneau d'architecture qui n'est pas lié ni au prophète du dessus, ni au donateur en dessous. Il y a un raccord qui ne se fait pas du tout. Là, manifestement, c'est du remplissage. La raison de cet ajustement de fortune est à chercher dans le replot de modèles qui viennent en réalité de la galerie sous la Rose Sud. Dans la Rose Sud, dans la galerie, on a des grandes figures des apôtres, des évangélistes et des prophètes, et en dessous, dans l'espace qui restait, on a casé les donateurs, le comte de Dreux, sa femme et leurs enfants. Étant donné que l'espace est très petit, on a tassé les figures. On voit bien que les proportions du bas des figures sont tout à fait tassées. La barlotière passe au niveau des épaules. Mais comme les lancettes sont assez larges, on a développé l'architecture avec 2 rangées, 2 colonnes. Eh bien, c'est bien ces figures qui ont servi de modèle pour les baies 120 et 124. On a réduit l'architecture en largeur, puisque les lancettes sont plus étroites. On a décalé la barlotière, mais les figures restaient très petites. Et comme elles sont trop petites, on a ajouté un registre d'architecture qui n'est pas lié du tout avec ces figures. Et nous verrons que ça n'a pas du tout été le seul ajustement qu'on a fait dans ces 2 baies. Sur 20 grands personnages, 12 ont été conçus en reprenant plusieurs cartons. Les personnages des baies 117 et 119 sont même rigoureusement identiques jusqu'au choix des couleurs, ce qui conduit à des surprises pour les restaurateurs quand il s'agit de remonter les panneaux en place, parce qu'en fait, ils sont identiques. Les baies 120 et 124 reprennent aussi le même carton, à l'exception de la tête de Michel. D'abord, je vous présente mes excuses. J'ai eu la bonne idée de dessiner en jaune sur le blanc, avant de réaliser que j'allais projeter ça. Bon, je suis désolée, croyez-moi sur parole, les dessins sont justes. On est bien sur la reprise des mêmes cartons. Les figures obéissent à chaque fois à une construction similaire. Alors, Anaïs Kékeré, je reviens en arrière. Ouais. C'est plus agréable, je pense, comme ça. Les figures obéissent à une construction similaire, avec les mêmes proportions, des visages en 2 parties, avec souvent les yeux mis en plomb, ça leur fait comme des lunettes. Le bas de la tunique est rehaussé d'une large bande d'orfèvrerie et les chaussures sont agrémentées de parements précieux. On retrouve des bordures reprises d'une baie à l'autre. Par exemple, la même bordure dans la baie 126, 118, 116, la même bordure dans les baies 117 et 119, la même bordure dans les baies 120 et 124. Donc, ces grands personnages conçus par le maître de Saint-Chéron sont très proches. L'examen des œuvres, toutefois, montre parfois des variations dans le placement des barlotières, qui, comme à Bourges, laisse penser qu'en fait, on pouvait adapter le panotage par rapport à ce qui était noté sur le carton. Dans le cas de la baie 118, la lancette gauche a été conçue par l'un des peintres du groupe de l'atelier de Saint-Chéron en reprenant le schéma général. Néanmoins, les proportions varient un peu et les barlotières ne passent pas exactement au même endroit. Les visages sont moins hauts et le bas des jambes a été raccourci.
Le donateur a été remonté de manière à être calé complètement sous les pieds du dessin. Et il est possible ici que le peintre Verdier soit trompé dans l'intention parce qu'en fait, on a rajouté dès le XIIIe siècle une bordure ornementale, c'est vraiment l'ajustement de dernière minute, sous la bordure inférieure. Donc là, je pense qu'il y a eu un problème de mesure pour faire les panneaux des lancettes qui ont été adaptés in extremis. Dans le bras nord du transept, là encore, on a fait des petites variations dans les baies 117 et 119, avec l'introduction d'une large bande identique à la bordure entre les deux personnages pour mieux les séparer. Le recours au carton permettait d'aller vite et de conserver une unité dans un ensemble de grandes figures. Mais lorsqu'on allait trop vite, le procédé pouvait conduire à des erreurs en série. Les indices abondent quant à la rapidité avec laquelle le chantier des peintures du transept a été mené. Et parfois, ils témoignent, je dois le dire, de la négligence de certains artistes dans l'atelier du maître de Saint-Chéry. On ne compte plus les endroits où le pinceau était trop chargé en peinture et il a glouti. Donc, il y a des grosses gouttes de grisaille qui n'ont jamais été effacées, des endroits où on n'a pas fait attention, on a mis le doigt en plein dans la peinture, qui n'était pas sèche, on n'a pas rectifié, ça a été recuit comme ça. Choix ou oubli, on note que les dés des baies 117 et 119 n'ont reçu aucune peinture. Alors là, la qualité extraordinaire des verres sauve la mise, mais c'est quand même un petit peu curieux. On peut aussi évoquer la question des inscriptions. On a 8 apôtres, mais si on se fie aux inscriptions, dans les 8 apôtres, on a 2 saint Thomas, 2 saint Philippe, avec des variations d'orthographe entre les deux, 2 saint Jude. De toute évidence, personne ne s'est soucié de la répartition des noms dans ce collège apostolique. La même négligence se retrouve dans les baies 120 et 124 avec des prophètes. Dans ces 2 baies-là, les inscriptions sont placées soit sur les phylactères, soit dans les baies. Mais l'un des prophètes de la baie 124 s'appelle à la fois Michée et Zacharie. Alors l'inscription Michée est dans le phylactère, de toute évidence, elle est en place. Zacharie est dans le dais, mais en fait, ce dais n'a pas été monté sur la bonne figure, il aurait dû être placé dans la baie 120, où vous avez un prophète qui annonce par son identité de révéler. Et que dire pour la baie 126, où l'un des personnages n'a jamais eu son nom qui a été tracé, on s'est contenté de lui onduler. Ça date bien du XIIIe siècle, c'est pas une reprise. Et à côté, il y a une inscription qui ne fait aucun sens. Il y a eu pire, le remploi de carton pour dessiner un personnage en miroir suppose de retourner le carton au préalable. Sinon, au montage, eh bien, vous avez la peinture en face externe. Le ou les peintres qui ont fait les figures de Pierre de Dreux et d'Alix de Troyes dans les baies 120 et 124 ont oublié ce principe élémentaire. Alors, ces 2 figures, on a vu que c'était déjà une variation sur un modèle qui vient de la galerie sous la rue sud. Ces figures ont été faites sur un même carton qui a été adapté pour les longs cheveux et la robe de la femme. Dans la galerie sous la rose, les peintres ont fait très attention et ils ont bien retourné le carton pour faire la figure en miroir. Mais là, on a oublié. Dans un premier temps, Alix de Troyes a été représentée pliant du mauvais côté, vers la croisée du passage. Il a fallu retourner les panneaux pour qu'elle prie du bon côté dans la rose, mais là, évidemment, la peinture s'est retrouvée en face externe, ce qui explique qu'il n'en reste pas grand-chose. Si on ne voit pas de désordre manifeste dans l'agencement des verrières du bras nord du transept, certaines baies du côté sud présentent des incohérences dont nous avons du mal à trouver l'explication. Je vous ai dit que le modèle de base des grands personnages suppose de les mettre 2 par 2 dans chaque transept. Ça fonctionne parfaitement dans la plupart des cas, mais dans les baies 120, 124 et 128, là, nous n'avons plus qu'un seul personnage. Et la mise en œuvre trahit ce que je pourrais qualifier de bidouillage, faute d'autre chose. En fait, toutes ces figures obéissent toujours au même module, celui qu'on connaît déjà bien en hauteur et en largeur. La taille des bordures est aussi identique aux autres baies, mais les figures sont beaucoup trop étriquées pour être toutes seules dans une lancette. Alors là, les peintres variés ont usé d'un stratagème. Ils ont conçu leur lancette avec la bordure en périphérie, la figure bien au centre, et pour remplir l'espace libre, ils ont introduit une mosaïque.
Et pour dissimuler un petit peu les choses, ils ont rajouté un toit au-dessus du dais de chaque saint personnage. Ça passe, mais dans le détail, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. L'inadéquation des figures aux lancettes est flagrante, et pour la baie 128, les choses sont encore plus gênantes. Là, Saint-Pierre et Saint-Paul n'ont pas été dessinés par le maître de Saint-Chéron. Ils ont été faits par un atelier qui travaille dans le style classique. Alors, les modules des figures sont bien identiques en largeur à celles du maître de Saint-Chéron. Ça veut dire que c'était prévu, là encore, pour être 2 figures par lancette. Les figures sont beaucoup trop étriquées pour être séparées, qui à l'époque devaient être normalement à côté. Mais on a changé d'idée. Là, dissimuler les choses, c'était beaucoup plus compliqué qu'avec les productions du maître de Saint-Chéron. Surtout pour les dais, qui n'étaient pas conçus de la même manière, on ne pouvait pas mettre 2 toits dessus, ça marchait vraiment pas. Donc on a utilisé une mosaïque, et puis on a développé en largeur en rajoutant une colonne, des tourelles, des socles. Mais le rattrapage n'est pas très bien fait, vous voyez que les socles ne sont même pas au même niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu ces panneaux en restauration, on s'est rendu compte que les verres du rattrapage et les verres des figures de Pierre et Paul n'étaient pas les mêmes. Les verres du rattrapage sont ceux qu'utilisait l'atelier du maître de Saint-Chéron. C'est le maître de Saint-Chéron qui a fait l'adaptation, tant bien que mal. La même approximation touche 2 baies narratives du bras nord qui ont été faites par un autre atelier. Dans la baie 127, le changement de partie touche les armatures. Dans un premier temps, les peintres verriers avaient dû choisir d'avoir des barlotières forgées à la pente des médaillons. On ne sait pas pourquoi, c'est pas ce qu'on a choisi de faire in fine. On a choisi des barlotières droites. Eh bien, les artistes ont simplement rajouté un large ruban autour des scènes. Ils l'ont entièrement badigeonné de grisaille, donc ça fait comme un trait noir autour des scènes, et on a l'impression d'avoir des barlotières forgées à la pente des médaillons. À Chartres, dans le transept, l'acte des artistes est vraiment palpable. Elle est trahie par le manque de soins, par des solutions bancales pour aller vite, par des erreurs et des ajustements mal ficelés. Il ne semble pas que cette acte soit entièrement le fait d'artistes peu consciencieux, puisqu'elle se voit dans la production de plusieurs ateliers. Elle doit refléter la tension de la fin d'un chantier majeur et la pression exercée par les commanditaires. Alors, je veux dire, ce que je vois dans les vitraux est corroboré ici parce que mes collègues archéologues ont vu pour les enduits de l'architecture, dans le ratio de transept, ils ont vu le même aiguillage au niveau des enduits, qui travaille bien que le chantier du transept s'achève sur le côté sud. Et dans quelle mesure cette pression a-t-elle été jusqu'à engendrer une modification du projet global des baies à 2 lancettes et 4 personnages? C'est quand même extraordinaire, et on a vraiment l'impression qu'au final, il fallait absolument terminer, peu importe le programme iconographique. Le chœur de la cathédrale de Bourges avait été vitré entièrement en couleur, comme toute la cathédrale de Chartres. Mais dans la nef de la cathédrale du Berry, on voit s'opérer un changement esthétique radical pour laisser place à la grisaille, un choix déterminé dès le départ dans la nef. Tandis qu'à Chartres, l'introduction de la grisaille se fait par petites touches, dans un second temps, comme des corrections. Et là encore, les peintres verriers ont élaboré des stratégies pour aller plus vite, pour faire ces grisailles. Le décor de grisaille est un décor qui emploie essentiellement des verres incolores et régi à ce moment-là par la combinaison assez complexe de motifs géométriques et végétaux. Alors, on a plusieurs formules, soit des verres incolores et des plombs, avec des motifs géométriques et des entrelacs qui sont uniquement donnés par la coupe des verres et des plombs. Mais on peut, dans la plupart des cas, rehausser ce décor d'éléments colorés, des filets, des pastilles, des bordures. Et on peut aussi ajouter de la peinture. L'étude des grisailles a démarré dans les années 1970 avec les études d'Hélène Zakin autour des grisailles dites cisterciennes, entre guillemets, c'est-à-dire incolores et sans peinture, et puis les études du Meredith Levick autour de grisailles plus communes, rehaussées de peinture et d'éléments colorés. Plus récemment, on peut citer l'étude très poussée et passionnante de Michael Bourget sur les grisailles de l'espace germanique. Mais certains des aspects qu'il développe
ne sont pas tout à fait applicables, à mon sens, au grisaille qu'on trouve en France, dont le modèle est très différent de ce qu'on a en Allemagne. Ce type de décor est difficile à étudier parce que l'évolution des formes, la composition générale et les détails se fait de manière très lente, beaucoup plus lente au niveau de la figure. Et puis, nous avons eu aussi beaucoup de pertes, notamment au XIXe siècle, puisque ces barrières ont été considérées comme moins importantes que sont ces iconographies. Donc, on n'a pas hésité à les sacrifier pour les remplacer par autre chose. Et quand on les a gardées, parfois, on a été assez drastique dans la restauration. Par exemple, à Bourges, on doit parler d'une quasi-réflexion, même si nous avons suffisamment d'éléments en place pour être sûrs du dessin originel de ces grisailles. Ce décor, même si on s'intéresse à ces grisailles de plus en plus, ce décor reste sous-estimé. Et pourtant, il a tenu une place cruciale dans les grands monuments religieux du XIe et du XIIIe siècle, qu'il s'agisse d'édifices monastiques ou séculiers, avec des formules variées. La place qui est faite à ce vitrail décoratif et clair est d'abord liée à un désir de modulation de la lumière, désir peut-être formulé dès le départ, ou bien formulé par Repentir. Et puis, il est lié aussi à une mise en scène de l'espace de l'édifice religieux. Les études récentes de monuments, dont on avait jusqu'alors considéré que le décor figuré de pleine couleur, démontrent la place des grisailles dans une réflexion globale autour du décor de l'église et de son éclairage. On peut citer le cas de la cathédrale de Reims, où nous avons des grisailles dans le transept, qui était le lieu de la cérémonie du sacre, un décor étudié par Ménéric Lumic. On peut citer la cathédrale de Tours, où nous avons des barrières mixtes dans une seule travée, dans le haut chœur, qui est la travée où se trouvait le maître-autel, donc une étude réalisée par Angela Schipaola. On peut citer aussi la cathédrale de Troyes, où les grisailles avaient été introduites systématiquement dans la travée d'entrée des chapelles, décor étudié par Elisabeth Pascal. Dans ces trois cas, et dans d'autres cas bien sûr, la grisaille faisait partie du programme esthétique originel. Mais les cas de Repentir sont aussi fréquents. Et en la matière, nous avons un cas d'école avec les cathédrales de Chartres. Les vitraux étaient certainement terminés dans les années 1830 pour tous les vitraux de la cathédrale. Mais on a eu des repentirs. D'abord, avec la construction de la sacristie sur le côté nord dans les années 1260, un édifice monumental qui est venu assombrir les bas-côtés du chœur. On a donc démonté les vitraux colorés qu'on avait d'abord pour les remplacer par des grisailles. Et puis, un peu plus tard, on a fait la même chose à l'entrée de plusieurs chapelles et au niveau du chevet, lorsqu'on a construit la chapelle Saint-Pierre au XIVe siècle. Cette chapelle est reliée par un escalier de communication au déambulatoire et on a choisi d'avoir une barrière largement incolore pour orner la baie qui se trouve au-dessus de cet escalier de communication, partie particulièrement obscure. Parfois, la grisaille a dû être perçue comme un élément de modernité. C'est le cas au moins à la cathédrale de Poitiers, dans les travées occidentales, où on a un changement de partie architecturale. Alors, le changement de partie, il se fait pas dans la structure même du bâtiment, qui est un peu comme une sorte de grande église-halle de type Plantagenet. En fait, le changement vers des formes architecturales du nord de la Loire, il se voit dans ce qui est adaptable, c'est-à-dire les ouvertures, qui adoptent des formes de gothique crayonnant. Et dans ces ouvertures, on abandonne le programme iconographique qu'on avait choisi depuis le milieu du XIIe siècle. On abandonne la pleine couleur et on se tourne vers la grisaille. Je pense que c'était vraiment vu comme un élément moderne parce que quand on a revu la décoration du bras sud du transept, qu'on appelle la chapelle des évêques, avec des peintures murales, eh bien, on a laissé les baies gélinées en plein cintre telles qu'elles étaient avec leurs vitraux. Simplement, le décor, le trompe-l'œil est venu les moderniser avec un faux tympan et avec, dans ce tympan, des fausses grisailles. Donc cette grisaille, elle module la lumière et permet une mise en scène de l'espace religieux, comme on l'a vu à Reims, à Tours, et c'est évident encore plus à Bourges. Le choix de la grisaille, c'est vraiment un point qui avait fait l'objet d'une réflexion avant le début du chantier. J'insisterai aussi, comme j'insiste à chaque fois que je parle de grisaille, comme vitrail décoratif, j'insisterai sur le fait que l'emploi de la grisaille dans
des édifices à cette période n'est jamais une solution d'économie financière, malgré ce qu'on a pu écrire depuis les années 1970, qu'on écrit parfois encore. C'est vrai que le verre blanc coûte moins cher. Le côté répétitif des motifs a peut-être permis une mise en œuvre rapide, mais ça reste quand même des œuvres difficiles à réaliser, puisque tous ces motifs sont imbriqués, même s'ils sont répétitifs. Et clairement, l'économie financière n'est pas le moteur du choix de ce décor. Le choix de ce décor, il est ailleurs. C'est un choix qui est déterminé par la volonté de mieux éclairer telle ou telle partie de l'édifice ou de distinguer certaines parties de l'édifice. Les grisailles de la cathédrale de Bourges avaient été exclusivement réservées à la nef. Le chœur, où la vue était vitrée en pleine couleur, avec des représentations figurées, des grands personnages, des layas narratives. Dans le chœur liturgique stricto sensu, mais aussi l'ensemble du chœur architectural avec son ambulatoire et ses chapelles. C'était un décor iconographique très hiérarchisé, entièrement élaboré en lien avec l'aménagement de l'espace liturgique. La nef appartient à la deuxième phase de construction, démarrée peu après l'achèvement du chœur en 1925, un chantier qui était plus difficile étant donné un manque de moyens financiers. Donc, c'est un chantier qui a duré plus longtemps. Cependant, je martèle les choses, ces grisailles ne doivent pas être pensées en termes d'économie financière, parce que ici, la grisaille joue un rôle dans le monument en marquant l'espace dévolu au laïc et en le distinguant visuellement par le décor de l'espace réservé aux chanoines, comme l'ont montré Yves Christ et Laurence Bruguère. De fait, ce décor a un rôle signifiant, même s'il est largement anachronique. La figuration n'était pas complètement abandonnée. Elle est toujours présente dans les tympans des baies supérieures, en continuité thématique avec les vitraux des parties hautes du chœur et en lien avec l'iconographie des sculptures de la façade. Alors, on a eu certainement deux phases d'élévation de la nef, à la fois dans la construction architecturale et dans le décor des vitraux. Les parties basses et intermédiaires ont dû être élevées dans les années 1230-1240. Nous manquons de repères vraiment stricts dans la chronologie là-dessus. Et les parties hautes ont été élevées dans les années 1250, avec la date de 1256 pour la mise en place de la charpente. 3 ouvertures au moins dans la nef ont été vitrées à un don royal dont témoignent les bordures à vis et castille. Ce motif, dans les années 1230, 1240, jusque dans les années 1250, est uniquement à caractère héraldique. Alors, nous n'avons plus les textes permettant de dire que le roi a bien financé ces vitraux. Néanmoins, la présence de ces bordures héraldiques à cette date-là permet de conclure que c'est bien des vitraux qui ont été réalisés grâce à un don royal. En plus, le dessin de la grisaille est vraiment particulier dans ces verrières. Peut-être faut-il mettre en rapport le don de ces vitraux avec la mise en place du jubilé, dont la datation reste toujours débattue. La datation des partures, je vous le disais, est calée par la mise en place de la charpente définitive et par le style des représentations sur lesquelles je reviendrai. Alors, Michael Burger a travaillé sur la conception des schémas géométriques des grisailles, la circulation des modèles dans l'espace germanique, mais ce travail reste encore à faire en France, et je ne raisonnerai qu'à l'échelle d'un seul monument, qui est la cathédrale de Bourges. D'entrée de jeu, on a l'impression qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une grisaille qu'une autre grisaille. On trouve à peu près tout identique dans un premier temps, mais malgré des constantes dans leur construction, elles sont souvent d'une très grande variété. Généralement en France, les grisailles ordinaires, sont rehaussées de couleurs par des bordures des filets des pastilles. Les filets colorés permettent de hiérarchiser le motif géométrique, de rajouter un niveau de complexité. La peinture, qui rehausse toutes ces grisailles, permet de renforcer le schéma géométrique déjà défini par le réseau. Elle permet aussi de créer des schémas secondaires et d'agrémenter le fond de décors de feuillage et de pinceaux qui rajoutent de la complexité. Les feuillages passent par-dessous la trame géométrique. À Bourges, on trouve ces grisailles sur les 2 niveaux d'élévation et en tout, on avait 28 ouvertures avec ce type de décor. À chaque fois,
les motifs sont identiques dans les doubles ou triples lancettes des ouvertures. Donc, c'est vraiment conçu à l'échelle de l'ouverture complète et pas à l'échelle d'une lancette, simplement. Les grisailles de 2 niveaux obéissent à une formule qui va finir par être un peu archaïque, passée des années 1250, celle de la combinaison d'un décor géométrique donné par la coupe des verres et le risotto, renforcé par la peinture, et d'un décor végétal peint qui tantôt est confiné dans les limites du décor géométrique, une sorte de loi du cadre, et puis tantôt il s'affranchit et passe allègrement par-dessous les motifs géométriques. Ces motifs sont composés à l'échelle du panneau, mais aussi à l'échelle d'un registre, voire de toute l'ouverture. Et c'est à chaque fois combinable. La peinture conserve encore à Bourges la modulation entre le fond qui est assourdi par ce réseau très serré de croisillons qu'on appelle les cages à mouches et un premier plan qui est laissé incolore. Et le dessin des feuillages est de plus en plus stylisé entre les parties intermédiaires et les parties hautes de la cathédrale. L'examen des grisailles conservées montre que des modèles ont été repris pour orner plusieurs ouvertures de la cathédrale. Alors, je vous disais que c'est très difficile de dater les grisailles parce que l'évolution se fait très lentement. Néanmoins, à Bourges, on est un petit peu aidé par le fait que les roses de chaque ouverture ont encore de la figuration. C'est plus facile de caler les datations grâce aux parties figurées. Donc, le niveau intermédiaire est plutôt ramené aux années 1240, le niveau supérieur aux années 1250. Il y a vraiment une décennie d'intervalle entre les deux, avec des parties hautes où on retrouve l'activité d'artistes qui ont ensuite travaillé dans les parties hautes de la cathédrale de Tours. Si on reprend les parties intermédiaires et hautes de la nef de Bourges pour les grisailles, on observe plusieurs occurrences de reprises des modèles. Alors, dans les parties intermédiaires, ça se fait toujours de travée à travée, ça va pas plus loin que ça. Par exemple, alors les parties intermédiaires, c'est le numéro 100 ici. Donc, par exemple, dans la belle 119 et 121, on retrouve les mêmes grisailles. On retrouve aussi la même bordure entre les lancettes et les oculus. On retrouve les mêmes grisailles dans les baies 124 et 126. Même grisaille dans les baies 118 et 120. Dans les parties hautes supérieures du vaisseau central, là, on a une répartition un peu plus éclatée. Par exemple, entre la baie 218 et 222, on trouve les mêmes modèles. Et puis, très intéressant, on retrouve dans les baies 215, 219, 221 et 216 un même modèle décliné avec des variations, mais un modèle qui est en fait un héritage plus ancien parce qu'on l'a déjà vu employé dans les baies intermédiaires. Donc là, sur une décennie d'intervalle, on voit qu'on reprend des modèles des parties intermédiaires vers les parties hautes. Alors, c'est pas exactement la même chose, c'est très très proche, simplement il y a des déclinaisons, il y a des variations, mais on emploie les mêmes modèles. Pour ces grisailles, on va retrouver la même approche qu'on avait mis en exergue pour les parties hautes du cœur, c'est-à-dire une stratégie de chantier, comment aller vite. Le raisonnement, pour l'instant, se limite aux parties hautes, puisque ce sont les seules baies que j'ai pu déposer. Et ce dont je vais vous parler, c'est évident quand on a les panneaux nettoyés en restauration, c'est beaucoup moins visible lorsque les panneaux sont encore en place et surtout très sales. Pour comprendre quelles solutions ont été adoptées par les peintres verriers pour réaliser le plus vite possible, et avec, il faut bien dire, un minimum d'effort, ce type de décor, il faut se référer au processus normal. Donc, on fait la maquette, on fait le carton, et on reporte le carton, soit le panneau, soit le registre, sur la table du peintre verrier. Et ensuite, eh bien, on va utiliser la table pour couper les verres. On va utiliser la table pour peindre les verres qu'on aura assemblés provisoirement. Et une fois qu'on aura cuit la peinture, on va de nouveau utiliser la table pour mettre en pli et faire les panneaux. Cet usage implique, normalement, de monopoliser la table pendant tout le processus pour un panneau ou un seul registre. Mais le décor de grisaille à ce moment-là est basé sur la répétition d'un motif sur l'ensemble d'une ouverture, sur toute sa largeur et toute sa hauteur. C'est un décor qui est prévu pour être combinable à l'infini. Étant donné le caractère répétitif du schéma, plutôt que de travailler panneau par panneau sur la même table,
On a trouvé le moyen de faire plusieurs panneaux en même temps. Et ce moyen, c'est le tracé préparatoire. Alors, le tracé préparatoire n'est pas propre à la cathédrale de Bourges. On en connaît d'autres exemples à Chartres, à la cathédrale de Tours, dans des panneaux de Champs-Mureaux, à Parthenay, dans des ateliers en fouille. Et je veux dire que maintenant qu'à chaque fois que je regarde le paysage, je ne vois que ça, je le repère un peu partout. Ce tracé est quasi invisible depuis le sol, mais il apparaît nettement lors de la restauration, notamment à Bourges, pour deux raisons. D'une part, la peinture brune définitive a très mal adhéré par-dessus le tracé préparatoire, donc le tracé réapparaît sans terme. Et en plus, sur ces vitraux, les verres sont restés complètement translucides. Donc quand on retourne le panneau, on voit au revers, par transparence, réapparaître tout le tracé préparatoire. Le principe de l'emploi d'un tracé préparatoire n'apparaît pas dans les textes anciens, à l'exception d'un traité du XVe siècle, qu'on appelle le traité du moine de Zagane, c'est une abbaye en Silésie. Mais nous verrons que ce qu'il décrit ne correspond pas exactement à ce que l'on observe en France au XIIIe siècle. L'observation des œuvres nous permet de comprendre pourquoi on a utilisé ce tracé préparatoire pour ce type spécifique de vitrail. On devait partir des étapes habituelles de fabrication du vitrail, le report du carton sur la table du peintre d'acier. Les verres étaient ensuite coupés sur la table et au lieu de rassembler les verres pour les peindre et de prendre tout le temps nécessaire à exécuter soigneusement la peinture sur la table de peintre verrier, eh bien là, on les a remis sur la table pour tracer juste le tracé préparatoire. En fait, ce tracé préparatoire, il est sommaire. Il ne montre que les grands traits des rinceaux, la direction des rinceaux. On a rarement les feuillages de figurines et on n'a jamais les pages de se représenter. C'est vraiment une sorte de guide pour ensuite développer la peinture. Si on avait fait toutes les étapes sur la table du peintre verrier, on aurait pu assembler que panneau par panneau. Là, en fait, une fois qu'on avait fait le tracé préparatoire, il suffisait d'ôter les verres, de les confier au peintre. Il pouvait travailler à plusieurs en même temps pour faire la peinture, non pas à l'échelle du panneau, mais à l'échelle de la pièce. Vous avez le tracé préparatoire. Vous n'avez pas besoin de se référer au carton ou à la table. Ça explique des erreurs. Parfois, on s'est trompé de feuillage. Le peintre n'a pas fait attention, c'est pas la bonne forme du dessin. Parfois, il a oublié de représenter les feuillages. Si, à gauche, il aurait dû mettre des petites feuilles, il a oublié. Et puis, les fameuses calandrouches, elles ne sont jamais dans le même axe. On va travailler sur les pièces assemblées, mais pièce à pièce. On aboutissait donc à un gain de temps. Les pièces, une fois peintes, pouvaient être entassées dans l'atelier avant de passer à la cuisson de la peinture. Cela doit expliquer ce que nous appelons dans notre jargon les images fantômes, c'est-à-dire la trace d'un motif peint au revers d'un verre. Michael Patren a été le premier à étudier ces images et il mettait deux hypothèses sur leur formation. Il me semble que c'est seulement l'une des hypothèses qu'il présentait qu'il faille retenir, celle de la migration d'une peinture pas tout à fait sèche peut-être, alors que les pièces étaient empilées les unes sur les autres avant d'être cuites. En fait, on avait dû empiler les pièces d'un même module, soigneusement les unes par rapport aux autres. Ça explique que, par exemple, ici à Bourges, on voit que l'image fantôme, et là c'est vraiment le motif que l'on a sur l'avers. On a donc empilé les pièces identiques les unes sur les autres. Alors peut-être que la peinture n'était pas tout à fait sèche et finalement ça donne cette image fantôme au revers. La notion de tracé préparatoire n'apparaît pas dans les traités anciens, sauf dans le traité de Zagane du XVe siècle. Alors ce traité paraphrase en grande partie le traité de Théophile, qui est le traité le plus célèbre de peinture sur verre du Moyen-Âge, du XIIe siècle, qui est le plus recopié. Mais le traité du moine de Zagane introduit des usages beaucoup plus récents que Théophile, dont un tracé préparatoire. Mais dans le traité de Zagane, c'est une peinture très diluée qui est posée au revers du panneau. On précise qu'elle doit être effacée avant la cuisson de la peinture définitive. On trouve cet usage dans des vitraux en Suisse et en Allemagne au XVe siècle, où il y a eu des analyses menées récemment par Sophie Wolf et Stefan Krumpler,
sur des parties encore visibles du tracé qu'on avait oublié d'effacer. Effectivement, leurs analyses montrent que le tracé en Suisse et en Allemagne contient du plomb et qu'il s'agit effectivement d'une peinture. Mais en France, au XIIIe siècle, le tracé apparaît comme une sorte de composé blanchâtre, posé à l'aide d'un pinceau très très fin, toujours en face interne, destiné à disparaître, une fois recouvert par le trait définitif de la peinture brune qui est appliquée avec un pinceau plus large. Des analyses physico-chimiques ont été menées sur 2 sites avec des méthodes différentes pour connaître la composition du tracé. D'abord, en 2011, Brosel a analysé des verres trouvés en fouille à Parthenay. Ce sont des morceaux de grisaille des années 260-270. Et les analyses qui ont été faites avec une microsonde électronique à balayage montrent que ce tracé blanc comportait du kaolin. Et effectivement, il y a du kaolin dans le sous-sol de Parthenay. Ces analyses menées très récemment sur plusieurs verres d'un panneau de la baie 217 de Bourges par Claudine Loisel et Barbara Trichko au LRMH et au CDRMF, grâce à Aglaé, montrent que la composition du tracé préparatoire de Bourges, il a beau être identique à l'œil nu à celui de Parthenay, il est d'une composition différente. Il n'y a pas de kaolin, mais quelque chose qui contient beaucoup de calcium. Ce calcium pourrait provenir d'un composé de type craie. Or, Théophile évoque l'emploi de la craie pour le tracé des coupes des verres. Peut-être qu'on a employé aussi la craie pour faire ce tracé préparatoire. Cette pratique semble avoir été courante lors de la fabrication des grisailles au XIIIe siècle. L'examen des vitraux déposés révèle souvent ce dessin, qui n'est jamais employé dans l'état de connaissance pour des panneaux figurés. On le voit notamment pour les grisailles de Chartres, à Bourges, on le voit à Tours, à Parthenay, et même dans la petite église de Chambreau, dans la Creuse, dont provient ce panneau. Et il semble bien que pour ce type de vitrail très répétitif, on a cherché un stratagème pour aller vite, en peignant en même temps plusieurs panneaux. D'autres éléments ont parfois été notés à l'aide de ce composé blanchâtre, comme les marques de montage. Ce sont des signes, des lettres, des numéros, des dessins, parfois tracés à la pointe ou à la grisaille, mais le plus souvent avec ce type de composé blanc, très fin. Généralement, ces marques sont posées avant la peinture, puisque la grisaille les recouvre partiellement. Là encore, Michael Coffin a été le premier à tenter de les interpréter. Mais là, on peut avoir plusieurs explications. Les unes ne s'expliquent pas, en réalité, et il y a peut-être eu autant de processus que d'époques ou de processus que d'ateliers de peintre vernis. Par exemple, à droite, le relevé des marques sur cette barrière de Chartres, c'est une grisaille, montre qu'on a plein de marques différentes qui se répartissent par panneaux. Alors, est-ce que c'est pour comptabiliser les panneaux peints par tel ou tel peintre? Peut-être. Autre exemple au centre, c'est une rose du transept de Chartres. Les lobes sont tous identiques avec un décor de rinceau. On a marqué tous les verres avec ici 2 traits parallèles. Et en fait, les marques varient d'un lobe à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a voulu être sûr, pour des choses très répétitives, de ne pas se tromper pour la mise en plomb et de bien mettre dans le même panneau les verres qui ont été prévus pour ces panneaux, au risque sinon d'avoir des panneaux qui ne rentrent pas dans l'ouverture. Dans le cas de la grisaille de la baie 123 à Chartres, qui est une grisaille, on va dire, de repentir dans le BO du transept, elle date de la fin du XIIIe siècle et elle remplace une barrière figurée. On a vraiment le cas d'école, on a le tracé préparatoire, on a des images fantômes et on a des marques. Et alors là, les marques, elles sont sur tous les verres. Il n'y en a pas un seul qui a échappé à ça. Elles ont été tracées avant la peinture, puisque la peinture parfois les recouvre. Elles sont toutes identiques. C'est toujours un V. L'hypothèse, c'est que ces marques ont servi à 2 choses. D'une part, à la mise en plomb, pour savoir dans quel sens positionner le verre, c'est-à-dire que le V a toujours la pointe en bas. Et ensuite, pour monter les panneaux dans l'ouverture, les panneaux centraux sont toujours identiques et combinables dans n'importe quel sens. Mais en fait, peut-être que le V servait à savoir dans quel sens poser les panneaux, toujours la pointe en bas. Les tracés préparatoires qu'on observe dans les grisailles des Béaux de Bourges ne sont pas propres à ce chantier. Elles se retrouvent dans d'autres ensembles contemporains ou plus tardifs. Je vous disais que dans l'état de connaissance, c'est limité aux vitraux ornementaux de type grisaille.
Les parties répétitives de vitraux figurés, les bordures par exemple, ont souvent des marques, mais jamais de tracé préparatoire. Ces tracés témoignent donc d'une solution apportée à un problème. Comment réduire les délais d'exécution et les efforts pour des vitraux décoratifs basés sur la répétition des mêmes motifs. Le tracé préparatoire pour les grisailles appartient, comme le renvoi des cartons, des arrières figurés, à une stratégie de chantier. C'est un savoir-faire, peut-être né sur des chantiers vastes, contraints par le temps, comme à Bourges, la Chartre, mais qui a été aussi employé pour des ensembles beaucoup plus modestes. Je vous parlais de champs bureaux, des champs bureaux. On avait 3 verrières de taille modeste dans le chevet, des verrières mixtes, quelques panneaux de grisaille. Est-ce qu'on allait vraiment perdre du temps à faire indépendamment les panneaux de grisaille, les uns après les autres? Peut-être pas. Mais on a l'impression qu'une sorte de passage obligé. Qui dit des grisailles décoratives dit tracé préparatoire, y compris pour des petites verrières. Vous avez vu que cette communication reposait sur l'examen des œuvres qui a été mené pendant les restaurations. Et c'est ces examens qu'on a pu faire dans les restaurations des vitraux de Chartres et de Bourges ont été cruciaux pour essayer d'aller au-delà de l'histoire de l'art stricto sensu. C'est un atelier que des détails a priori anecdotiques, voire jugés insignifiants au départ, ont pu être observés, notés dans un coin de la mémoire, comme une sorte de curiosité. Et puis, quand on a compris ce que c'était, on a fini par les relever systématiquement. C'est grâce aussi aux analyses physico-chimiques du LRMH, avec la collaboration de ceux du RMF, que certains éléments ont pu être caractérisés et mieux compris. Les chantiers de restauration des vitraux de Chartres et de Bourges nous permettent de comprendre comment ont été menés les grands chantiers du XIIIe siècle et de suppléer ainsi à la perte des textes ou, quand on a les textes, leur silence. Les stratégies élaborées pour aller plus vite, les erreurs, les rattrapages parfois acrobatiques, nous font en fait toucher du doigt les réalités de la construction des grands monuments gothiques. Merci de votre attention.